Voilà, en fait, on est sur cette idée assez étrange de se demander comment on fait pour décrire une variable aléatoire qui serait continue et uniforme. Donc, uniforme, ça veut dire qu'en fait, chaque valeur a la même probabilité. Chaque valeur qui a une probabilité de se réaliser a la même probabilité. Et continue, ça signifie qu'il y a donc une infinité de valeurs potentielles. Alors pourquoi on ne sait pas très bien faire? Parce que quand on essaye de se demander quelle est la probabilité de chacune des valeurs qui peut se réaliser, on se rend compte qu'on divise 1, qui est la probabilité qui correspond à l'incertitude, par l'infini, et donc ça nous donne une probabilité 0 pour chacune des valeurs de l'intervalle qu'on considère. Et donc on est dans un cas un peu paradoxal où on se dit, ben voilà, il y a une probabilité 0 d'observer chacune des valeurs, mais au bout du compte, on est sûr que la variable aléatoire soit dans l'intervalle. Comment c'est possible de rendre compte du fait qu'à la fois il y a une probabilité 0 de chacune des valeurs, et il y a une probabilité pas 0 d'un ensemble de valeurs? Ça ne paraît pas aller de soi. Bon, en fait, l'astuce, c'est qu'on va considérer une fonction qu'on va appeler une densité. Donc on va dire que f est une densité de probabilité. Si c'est une densité de probabilité, alors, on va mettre si, alors la probabilité que la variable aléatoire soit dans un intervalle i, ça va s'écrire comme l'intégrale de cette fonction densité de probabilité sur l'intervalle i. Donc autrement dit, on a une fonction densité. Cette fonction densité, elle va nous permettre de calculer les probabilités. Et la probabilité, c'est tout simplement, en fait, la probabilité que la variable aléatoire soit dans un intervalle, c'est l'intégrale de cette fonction qu'on appelle la densité sur cet intervalle. D'accord, donc ça ne paraît pas complètement évident, mais on va essayer d'aller au bout de cette logique-là. Alors en fait, pour être une fonction de densité, il faut respecter deux propriétés. Une propriété des densités, ou si vous préférez, si une fonction est une densité, alors. Donc, propriété des densités, la première propriété, c'est que, quel que soit y, on va considérer des variables aléatoires réelles, d'accord? Alors, la valeur de la densité pour y, elle est positive ou nulle. On va dire que la densité est non négative. Alors d'où ça vient, ça? En fait, c'est assez intuitif. On a dit, la densité, c'est ce qui nous sert à calculer les probabilités. Et en fait, pour trouver les probabilités, on intègre la densité. Donc si vous avez une densité qui est négative, si vous intégrez là où c'est négatif, vous allez trouver un nombre négatif. Donc ça vous trouveriez que vous avez des probabilités négatives. Les probabilités négatives, ça ne veut rien dire. Alors déjà, quand vous avez une probabilité qui est égale à 0, ça veut dire que ça n'arrive jamais. C'est impossible. Un événement de probabilité 0, c'est un événement impossible. Donc un événement de probabilité négative, ça n'a juste pas de sens. Donc on n'écrit pas ça. Donc il faut que notre densité ne soit jamais... Elle peut être nulle. Dans ce cas-là, ça veut dire, en gros, je ne vais pas avoir d'observation là où la densité est nulle. Ça n'arrive jamais que la variable aléatoire prenne des valeurs là où la densité est nulle. Mais sinon, la densité, elle peut être que positive. Puis la deuxième propriété qu'on attend d'une fonction densité, c'est en fait que l'intégrale de la densité sur tout R ce soit égal à 1. Alors je rappelle deux choses. La première, c'est que quand on écrit une intégrale, on écrit une intégrande. Donc une intégrande, c'est quoi? C'est en fait la variable qui, justement, varie entre les deux bornes d'intégration. Donc quand on écrit l'intégrale de machin truc dy, ça veut dire que y, c'est la variable qui varie entre la borne inférieure et la borne supérieure de l'intégrale, qui prend toutes les valeurs
continue entre la borne inférieure et la borne supérieure. Integranda en latin, ça veut dire ce qu'il faut intégrer. Bon, alors c'est quand même du méchant latin de cuisine, parce qu'évidemment, je pense que la Rome antique se foutait royalement de savoir si on intègre ou pas. Mais... Donc, dans le latin de Newton, qui est quand même l'inventeur de ce machin-là, integranda, c'est juste pour dire c'est la quantité qu'on intègre. Bon, alors pourquoi c'est important de savoir quelle est l'intégrande? Dans les fonctions à une variable, ça ne va pas être un gros problème. Vous allez voir cependant qu'on va considérer assez rapidement des densités dans lesquelles il y a beaucoup de variables. En fait, une fois que vous avez compris comment ça marche avec deux variables, vous avez compris comment ça marche avec 10 milliards de variables. C'est plus un problème. Et donc là, c'est quand même bien de savoir ce qu'on intègre, parce que sinon, en revanche, je ne sais pas de quoi on parle. Bon, donc, qu'est-ce que ça veut dire d'expliquer que... Alors, dans une intégrale, il y a toujours une intégrande, parce qu'il y a toujours une variable sur laquelle on intègre. Sinon les bornes n'ont pas de sens. Une intégrande, c'est ce qu'on considère entre les bornes, et donc il y a forcément une intégrande. Bon, qu'est-ce que ça veut dire que l'intégrale de la densité sur R vaut 1? Encore une fois, puisque l'intégrale de la densité, ça nous donne une probabilité. Là, concrètement, la probabilité, enfin l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de fy dy, on l'a dit, c'est la probabilité que la variable soit dans l'intervalle, ici, qui correspond aux bornes d'intégration, c'est-à-dire tout R. Donc on dit la probabilité que la variable aléatoire soit un nombre réel, c'est 1. Ouais, comme assertion, c'est quand même pas violent. On dit simplement, je suis sûr que je considère une variable réelle. Ouais, ça n'engage pas à grand-chose. En fait, en général, on a dit, les variables aléatoires, c'est des choses qu'on considère. Donc, typiquement, les observations qu'on fait en économie, c'est les grandeurs économiques. Ces grandeurs économiques, en général, c'est des nombres réels. Vous pouvez chipoter en disant, non, c'est pas des nombres réels, c'est des nombres... en fait, c'est des nombres, des décimaux relatifs. Mais D, il est contenu dans R. D'accord. Pour dire c'est des réels, c'est simplement dire on ne considère pas des nombres complexes qui ne sont pas réels, c'est des nombres imaginaires. Le jour où on s'amusera à probabiliser des nombres imaginaires, je veux bien que l'économie ce soit parfois un peu abstrait, mais là on n'est pas obligé d'aller directement là-dedans. Donc dire je suis sûr que je considère un nombre réel, ou des nombres réels, ça n'engage pas à grand-chose. En revanche, ça engage à un truc qui est de dire j'ai une certitude, c'est ça. Et justement, j'ai pas mon intégrale égale à 0,999 et il reste une chance sur 1000 que les élimine. Non, stop. On s'en fout de ça, d'accord? C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on sait de quoi on parle. Et donc, il n'y a pas d'Illuminati, il n'y a pas de polichinelle planquée dans le tiroir. Là, ce qu'on observe, c'est des nombres réels. Alors, le truc, c'est donc que nous, maintenant, on veut savoir comment on écrit une densité qui est telle que ça décrit une variable uniforme sur un 6. Puisqu'on essaie toujours... Bon, manifestement, c'est très simple de considérer un DSI-face, mais on voudrait voir comment ça marche, le cousin continu du DSI-face. Bon, d'abord, ça ne se représente pas, d'accord? Parce qu'un D a une infinité de faces, même à Donjons et Dragons, il n'y a pas. Même à Advanced Donjons et Dragons, 16e édition, il n'y a pas. D'accord? Mais, donc, ce qu'on veut, c'est pas se représenter le dispositif pour tirer au hasard. C'est on veut comprendre c'est quoi cette densité de probabilité qui va nous donner un truc uniforme. Moi, je vous propose d'écrire que f de y, ça vaut... On a dit, on peut observer des valeurs entre 1 et 6. Donc, si y est compris entre 1 et 6, là, pour le coup, notre fonction, elle doit être constante. Sinon, elle n'est pas uniforme. Elle doit avoir toujours la même valeur entre 1 et 6, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir des observations proches de 1, c'est la même que la probabilité d'avoir des observations proches de 2, proches de 3, proches de 4, proches de 6. Proches de pi, proches de ce que vous voulez. Et puis, si on n'est pas entre 1 et 6, la densité c'est 0, parce que là, pour le coup, c'est impossible de faire des observations. Alors, ça ne veut pas dire que dans la vie, c'est impossible qu'il y ait des nombres inférieurs à 6, enfin, supérieurs à 6 ou inférieurs à 1. C'est pas ça, mais ça veut simplement dire que là, je suis en train de représenter un phénomène qui est, j'observe des nombres entiers, pardon, pas entiers, j'observe des nombres réels entre 1 et 6. Si vous observez 0, ou moins 4, ou moins 272, vous savez que ça, c'est pas la bonne représentation. Parce que vous avez des observations
à un endroit où la densité est censée être nulle, et donc à un endroit où vous n'êtes pas censé avoir des observations, puisque densité nulle, ça veut dire pas de manifestation de la variable aléatoire. Donc encore une fois, si vous voulez, si la réalité contredit vos hypothèses, c'est juste que vous n'avez pas pris les bonnes hypothèses. Alors après, vous avez aussi pu faire des erreurs de mesure, hein, ça existe, mais vous faites des erreurs de calcul. Mais en général, quand la réalité contredit vos hypothèses, c'est que vous n'avez pas les bonnes hypothèses, et c'est pas humiliant. Ça peut être que vous avez progressé en ce que la réalité vous a dit que vos hypothèses n'étaient pas bonnes. Comme Arbuthnot a montré qu'il n'y avait pas une chance sur deux d'avoir un garçon. Bon, si on fait donc l'hypothèse que notre densité elle a cette forme-là, on veut vérifier les deux propriétés des densités. Donc, première propriété, on veut vérifier donc que f de y non négative. Alors f de y non négative, ben en fait, quel que soit y dans R, qu'est-ce qui se passe? Soit on a y dans 1,6, et à ce moment-là, f de y, c'est égal à c. Ça, c'est positif si c est positif. Soit on n'a pas y qui est dans 1,6, et dans ce cas-là, f de y, c'est égal à 0, et 0, c'est supérieur à 0. Enfin, c'est égal, mais c'est supérieur ou égal. Donc en fait, il suffit d'avoir c positive, et ça nous impliquera que f de y est non négative. Et donc, on aura rempli la première condition pour avoir une densité. C'était trop facile. Oui. Alors, donc, quel que soit y dans l'air, soit y entre 1 et 6. Comment? Oui, c'est un y qui est moche, hein, mais la tablette, c'est quand même, c'est pas top. Disons que déjà, j'écris très très mal, mais là, c'est juste apocalyptique. Bon, alors, la deuxième propriété, c'est donc qu'on cherche à établir que dans la vie, on a une certitude, ou moins, et que cette certitude, c'est simplement que l'intégrale de la densité vaut 1. Alors, écrivons que vaut l'intégrale de la densité. Parfois, il se passe des choses curieuses. Donc, pardon, l'intégrale de la densité, ben en fait, si vous vous souvenez, la densité, on a écrit que entre moins l'infini et 1, en fait, il n'y a qu'un seul moment où elle n'est pas nulle, c'est entre 1 et 6. D'accord? Mais entre moins l'infini et 1, ou bien entre 6 et plus l'infini, on a écrit à la page précédente que la densité, elle était nulle. Et ça, c'est important parce que quand on intègre une fonction nulle, vous pouvez l'intégrer même sur toute Terre si ça vous fait plaisir. Vous pouvez même faire, une fois que vous êtes rendu en plus infini, vous retournez en moins l'infini et puis vous m'enverrez le carte postale. Mais donc même si vous l'intégrez sur l'infini, de toute façon, ce machin-là, ça vaut strictement 0. D'accord? Et donc ce machin-là, ça vaut 0 aussi. Pourquoi? Parce que une intégrale, vous savez, c'est une aire sous une courbe. Donc une courbe qui est confondue avec l'axe des abscisses, ben, l'aire sous la courbe, il n'y a rien. Donc le seul truc qui ne soit pas nul, c'est ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, il faut qu'on remplace f de y par sa valeur. Et justement, sa valeur, on a écrit que c'était une constante. Donc on a en fait l'intégrale de 1 à 6 d'une constante de y. Et là, pour calculer l'intégrale, ben, il faut se souvenir que, en fait, l'intégrale, c'est quoi? L'intégrale, c'est la différence entre les valeurs au bord d'une primitive. Je vais rappeler ça sur un autre transparent. Hein? Donc on rappelle que
fois l'intégrale de A à B, de f de t dt, enfin qui peut s'appeler f de zeta d de zeta, f de alif t alif, peu importe. Hein. Encore une fois, l'intégrante, c'est une variable mètre. Mais en tout cas, cette intégrale, elle vaut quoi? Elle vaut f de grand F de B moins grand F de A, qu'on écrit aussi par convention comme étant un crochet f de t, et puis des bornes pour le crochet qui sont les mêmes bornes que pour l'intégrale, d'accord? Et là, en fait, grand F, c'est une primitive de petit f et dire que grand F c'est une primitive de petit f, ça veut simplement dire que grand f', quand vous dérivez grand f, vous trouvez petit f. Au passage, hein, quel que soit un nombre réel, k, ben on a aussi que f plus k, quand on dérive, c'est toujours petit f. Donc en fait, si une fonction a une primitive, vous avez une infinité de primitives qui ne diffèrent que par une constante. Bon, on s'en fout, mais c'est juste pour dire pourquoi on dit une primitive et pas la primitive. Donc, autant il y a la dérivée, parce que quand vous dérivez f plus k de 2k, f plus 3k, vous obtenez toujours la dérivée qui est la même. En revanche, quand vous intégrez, vous avez plein de primitives qui sont égales à une constante près. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'abord, on va se cacher vite. Et puis, surtout, ben, on va appliquer ce qu'on vient de dire. Je vous rappelle qu'on avait une intégrale à calculer. Bon, alors, on disait que c'était l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de y dy. Ça, d'accord. Mais on avait un peu simplifié ça en disant que c'était l'intégrale de 1 à 6 de c dy. Bon, donc concrètement, on a besoin d'une primitive de c. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive de c? Ben, on sait que si on dérive y, on va trouver 1. Donc si on dérive cy, on va trouver c. Donc ça signifie que cy est une primitive de c. Ou si vous préférez, de c, on va mettre dy, entre parenthèses. Il faut bien rappeler que c'est une primitive et on l'intègre en y. Donc en fait, notre intégrale qu'on cherche à calculer, là, l'intégrale de 1 à 6 de c dy, là, on a dit c'est le crochet avec la primitive qu'on a calculée, mais qui est en fait une primitive de la fonction qu'on cherche à intégrer, c'est-à-dire cy, pris pour 1 et pour 6. Autrement dit, c'est la valeur de la fonction dans le crochet à la borne supérieure, moins la valeur de la fonction dans le crochet pris à la borne inférieure. Voilà, et donc, ben, en fait, on a c, facteur de 6 moins 1, c'est-à-dire 5c. Et donc, si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini f de y dy égale 5c égale 1, alors c est égal à 1 divisé par 5. Oui.
Oui, en fait, donc, là, ce que j'ai indiqué, là, quand j'ai dit je développe le crochet. La valeur du crochet, c'est la fonction qui est dans le crochet pris à la bande supérieure, dans la fonction qui est dans le crochet pris à la bande inférieure. Donc la fonction, c'est CY. Je prends CY pour Y égale 6, bande supérieure, et je retire CY pour Y égale 1, c'est la bande inférieure. Donc ensuite, je remplace Y par ce niveau. Et ce que je vois, c'est qu'ici, je peux factoriser. Et en fait, c'est C fois 6 moins C fois 1. D'accord? C fois 6 moins C fois 1. Si vous préférez, c'est 6C moins C. Bon, enfin, au bout du compte, c'est 5C, quoi. Et donc, comme je veux avoir une primitive, pardon, il y a une intégrale qui a pour valeur 1, puisque dans la vie, moi, je veux avoir des certitudes, et surtout, je veux être sûr que mes variables aléatoires sont bien réelles. Et bien, pour avoir, en fait, que 5C est égal à 1, c'est une équation qui est au fond du premier degré, donc ça me donne, de manière quasi triviale, que C est égal à 1 cinquième. Alors, qu'est-ce que je fais de ce truc-là? D'abord, je vais te donner une interprétation graphique, et puis après, je vais voir comment ça marche, mes petits calculs de probabilité. Alors, l'interprétation graphique, je vais la faire sur le transparent suivant. J'ai donc dit, j'ai une magnifique droite réelle, dessinée vraiment très mal, mais c'est pas grave, de toute façon je ne peux pas faire mieux. Donc en fait, ma densité, elle est nulle en dessous de 1. Ma densité, elle est nulle en dessous de 1. Ça signifie et elle est nulle au-dessus de 6. Ça signifie donc que en fait, la probabilité d'avoir des observations en dessous de 1, comme la probabilité d'avoir des observations au-dessus de 6, c'est 0. Et puis là, ce que j'ai, c'est que j'ai un pavé, si vous voulez, ou un rectangle, comme vous voulez, de hauteur C et de largeur 6 moins 1 égale 5. Donc de fait, la surface du rectangle c'est 5 fois C, puisque la surface d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Et au passage, vous remarquez que l'intégrale, elle vaut 5C, parce que comme vous pouviez vous y attendre, l'intégrale, ça sert à calculer l'air sous une courbe, et donc avec notre intégrale, on a calculé l'air du rectangle. Bon, c'est juste, alors ça c'est plutôt bon signe, parce que quand on trouve le même résultat par deux méthodes, soit c'est qu'on est en train de discuter avec les Illuminati, d'accord, bon là, dans ce cas-là, il n'y a plus grand-chose à faire, soit c'est que si c'est deux méthodes rationnelles, c'est qu'on est plutôt sur la bonne voie. Si on a deux méthodes rationnelles qui ne donnent pas le même résultat, c'est qu'on s'est gouré d'un des deux côtés. Après, le problème, c'est de savoir de quel côté on s'est gouré. En général, si c'est le cas, l'idéal, c'est de faire un dessin. Parce que sur les dessins, on voit ce qu'on fait. Et donc là, on n'a pas de surprise. On a bien que notre densité de probabilité, c'est une fonction qui est nulle presque partout dans R, sauf sur le segment 1,6. Et sur le segment 1,6, pour qu'on ait une masse de probabilité totale égale à 1, et pour qu'on ait une variable continue, mais surtout uniforme, on a une densité qui vaut partout la même chose sur le segment 1,6, et ça vaut 1 cinquième. Application maintenant pour calculer une probabilité. Alors, pourquoi c'était important de visualiser ça? Parce que vous verrez tous les exos du TD1, mais ensuite tous les exos tout le temps. On va vous donner des fonctions de densité. Si vous visualisez la densité, ça a l'avantage que vous visualisez aussi les réalisations de la variable aléatoire. Là, concrètement, là, ça veut dire qu'on observe des valeurs entre 1 et 6. Mais entre 1 et 6, continue. C'est-à-dire qu'on peut très bien observer les 1, on peut très bien observer les 6, et on peut observer les 5,999. Et en fait, chaque variable a la même probabilité, chaque valeur a la même probabilité. Pour autant, qu'est-ce que ça donne quand on compare les deux distributions? Donc on va prendre un exemple. On va se demander, par exemple, quelle est la probabilité que la variable aléatoire soit strictement inférieure à 2. Et puis vous vous souvenez, en fait, on a dit la probabilité que i soit dans un intervalle, c'est l'intégrale sur cet intervalle. Donc question, c'est quoi l'intervalle qui correspond à y inférieur à 2? Ben, l'intervalle, c'est
moins 2, enfin plutôt moins l'infini, 2, ouvert. Donc cette probabilité, on l'a dit, c'est l'intégrale de la densité sur le même intervalle. Donc f de t dt. Ah, je me suis trahi, j'ai mis dt, alors qu'on était avec les y. Encore une fois, c'est pas grave, c'est l'intégrale, on met ce qu'on veut, c'est une variable muette. Comment est-ce qu'on calcule cette intégrale? Bien, on la calcule en respectant en fait les morceaux de l'intégrale. Vous savez qu'il y a un morceau qui est nul juste entre moins l'infini et 1, et il y a un morceau qui n'est pas nul entre 1 et 2. Donc, on écrit que cette intégrale, comme on avait fait tout à l'heure, on l'avait cassé en 3 morceaux, là on l'a cassé en 2 morceaux. On a un morceau de moins l'infini à 1, où la fonction à intégrer vaut 0, et puis un morceau de 1 à 2, où la fonction à intégrer, bon, fondamentalement, elle vaut 1 cinquième. Et alors 1 cinquième, en fait, on peut écrire directement dt sur 5, d'accord, puisque 1 cinquième fois dt, une fois dt, c'est dt. En fait, dt, ça vaut rien. Ça n'a pas de valeur, dt. C'est juste pour indiquer quel est l'intégrand, donc quelle est la variable qui varie. Mais vous pouvez quand même simplifier l'écriture en supprimant le 1 et en mettant dt à la place de 1. Voilà, ici, on a déjà fait presque la moitié du travail, puisque quand on intègre 0, on obtient évidemment 0. Mais il nous reste à intégrer dt sur 5, et pour ça, il nous faut une primitive de 1 sur 5. Une primitive de 1 sur 5, ben, si je dérive t, j'obtiens 1. Si je dérive t sur 5, j'obtiens 1 cinquième. Or, c'est justement ce que je cherche. Ça veut dire que t sur 5 est une primitive de 1 sur 5. Et donc, je peux écrire que l'intégrale de 1 à 2 dt sur 5, c'est la valeur d'une primitive, 1 sur 5 par exemple, qu'on vient de calculer, prise entre 1 et 2. Donc, c'est en fait t sur 5 pour t égale 2, moins t sur 5 pour t égale 1. Autrement dit, c'est 2 sur 5 moins 1 sur 5. Donc c'est 1 sur 5. Tous ces calculs pour arriver à un cinquième. En fait, c'est juste que c'est finalement assez simple, les intégrales. Alors c'est assez simple, ça ne veut pas dire que c'est complètement exaltant, mais c'est pas très compliqué. C'est comme tous ces trucs, une fois que vous avez compris comment ça marche, vous y faites plus attention, et c'est parti, quoi. Ça n'arrête plus votre lecture. Vous lisez ça comme vous lisez n'importe quel texte. Alors, donc ce qu'on a dit, c'est que la proba que y soit inférieur à 2, c'est 1 cinquième. Si on cherche une interprétation graphique, bah, c'est pas très étonnant parce que là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on voit que l'aire entre 1 et 2, c'est bien 1 cinquième de l'aire entre 1 et 6. Donc encore une fois, on confirme visuellement ce qu'on a trouvé par le calcul. En fait, c'est pas plus bête souvent de visualiser d'abord pour savoir ce qu'on doit trouver dans le calcul. Mais c'est surtout vrai quand on a des trucs assez compliqués. Là, on peut faire des erreurs de calcul toujours, mais dites-vous bien déjà que si vous avez trouvé des probas négatives ou supérieures à 1, il y a un truc qui va pas. Et après, visualiser, ça aide effectivement à ne pas faire d'erreur de calcul. Merci et du spot, et encore bravo. Et retournons à nos moutons. C'est-à-dire que, en fait, je voudrais me souvenir un peu de la variable qu'on avait trouvée, dont on avait parlé au début, qui était la variable discrète. Et donc, qu'est-ce que c'est la proba que x soit strictement inférieur à 2 si x, vous vous souvenez, c'est une variable uniforme discrète sur un 6. Mais dans ce cas-là, dire que x est strictement inférieur à 2, c'est dire que x est égal à 1.
puisque c'est la seule possibilité. Si, dès lors que x est égal à 2, il n'est plus strictement inférieur à 2. Et la probabilité que x soit égal à 1, si le d n'est pas truqué, c'est 1/6. Donc on se dit, bon, bah, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est presque pareil. Et en fait, la différence qu'il y a entre le continu et le discret, c'est la différence entre les poteaux et les intervalles entre les poteaux. Puisque vous savez, quand vous avez 6 poteaux, vous avez 5 intervalles entre les poteaux. Bon, vous avez jamais fait des problèmes comme ça, d'arithmétique bizarre avec des poteaux et des intervalles entre les poteaux. Donc, en gros, le cas discret, il compte les poteaux, le cas continu, il compte les intervalles entre les poteaux. Je vais fermer la porte parce que j'en peux plus. Bon, mais en fait, il y a un truc un peu plus souple que ça, il faut faire attention quand même. Enfin, disons qu'il y a un truc un peu déroutant au début, ou même qui pourrait vous inquiéter quand vous écrivez vos calculs. Il y a un truc un peu vertigineux là-dedans, c'est que si on se met à regarder non pas la proba de la valeur, enfin que x ou y soit strictement, mais soit inférieur ou égal. Ici, si on prend x inférieur ou égal à 2, ben, ça veut dire p de x égale 1, union x égale 2, autrement dit en français, si on veut la proba que x soit plus petit que 2, au sens large, alors x peut être égal à 1, et x peut être égal à 2, et donc la proba de l'union, c'est la somme des probas. Et donc là, ce serait vraiment de la très haute mathématique, n'est-ce pas, puisque la première proba est vaut 1/6, la deuxième proba est vaut 1/6, et la somme de 1/6 plus 1/6, vous vous en souvenez, c'est le programme de 5e, quand on fait des fractions, c'est un tiers. Voilà. Donc là, je fais quand même faire des probas de très haut niveau, n'est-ce pas, c'est vertigineux encore. Et donc, en fait, quand on met juste une valeur en plus, la probabilité est discrète, elle augmente beaucoup, puisque dans le cas présent, elle double. Et dans le cas continu, qu'est-ce qu'on a? Dans le cas continu, la probabilité que y soit inférieur ou égal à 2, vous vous souvenez, c'est la probabilité que y appartienne à l'intervalle moins l'infini 2. Naturellement, je ne vous demanderai pas d'écrire les intervalles, c'est simplement pour... Enfin, je suis aussi explicite que possible pour vous faire piger par où je passe. Ça, quand on écrit la probabilité de cette phrase, ben, vous vous souvenez, en fait, cette probabilité, c'est l'intégrale sur l'intervalle de moins l'infini à 2 de f de y dy. Tout à l'heure, j'ai écrit f de t dt, mais ça n'a aucune importance. Puisqu'encore une fois, l'intégrande est une variable neutre. En revanche, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'on confonde mon papillon avec un chiffre 8. Donc voilà. Mais quand on intègre les bornes, qu'elles soient dedans ou pas, c'est pareil. De toute façon, l'intégration, c'est du continu. Et donc ça, c'est exactement la probabilité que y soit strictement inférieur à 2. Donc c'est 1/5 encore. Et donc, la différence fondamentale quand même entre le continu et le discret, c'est que dans le continu, n'importe quelle valeur particulière, elle a une mesure nulle. Alors que dans le discret, bon, à part les valeurs qui n'arrivent jamais, si on considère le support, c'est-à-dire si on considère l'ensemble des valeurs qui risquent d'arriver, elles ont toutes une mesure qui n'est pas nulle. Donc dans le continu, quel que soit y, mais y compris y dans l'incis, c'est-à-dire dans l'ensemble des valeurs qui peuvent se réaliser, la proba que la variable aléatoire soit égale à une valeur en particulier, c'est 0. Alors ça, c'est bizarre de se dire, on a des valeurs qui peuvent arriver, mais la probabilité que chacune se produise, c'est 0. Ben non, c'est pas bizarre, c'était le truc qu'on s'était dit au début. Si on essaye de donner une probabilité à chacune des valeurs de l'intervalle 1,6, en fait, cette probabilité, ça peut être que 0. Parce que si on donne une probabilité qui n'est pas 0, alors la probabilité, si on donne à n'importe quelle valeur
une probabilité qui n'est pas zéro, alors il faut donner la même probabilité à n'importe quelle valeur de l'intervalle, puisqu'on a une loi uniforme. Et du coup, la probabilité qu'on ait une valeur dans l'intervalle, c'est cette valeur multipliée par l'infini, c'est l'infini. Ça va pas? En gros, ça peut paraître extrêmement bizarre de se dire la probabilité qu'on tombe sur chacune des valeurs, c'est zéro, mais on décrit bien la probabilité que... Oui, en fait, on décrit la probabilité d'être dans un intervalle. On décrit la probabilité d'être dans un intervalle, pas d'avoir une valeur en particulier. Et donc, ce qui est un peu différent de la représentation discrète, c'est que quand on est en discret, on peut se poser la question de savoir quelle est la probabilité qu'il fasse 38 degrés demain. Bon, ça ne doit pas être très élevé, mais c'est pas zéro. Alors qu'en continu, la réponse c'est toujours zéro, si vous considérez une valeur particulière. Bon, sauf dans le cas particulier des distributions de Dirac, peu importe. Et donc en particulier, alors du coup c'est une façon un peu différente de voir le monde, parce que si vous vous demandez c'est quoi la probabilité qu'il fasse 38, c'est un peu vraisemblable, mais c'est quoi la probabilité qu'il fasse 22 degrés demain, a priori vous allez répondre 0. Donc la façon continue de poser la question, c'est quoi la probabilité qu'il fasse entre 21 degrés 5 et 22 degrés 49. Là je peux commencer à devoir faire des calculs. Mais en gros, tant que c'est une valeur précise, on s'en fout. Il n'y a pas de réponse. Enfin, la réponse, c'est toujours 0. C'est toujours 0 pour une raison purement mathématique, qui est que, puisqu'il y a une infinité de possibilités, si chacune de cette infinité de possibilités a une proba qui n'est pas 0, ça donne un résultat qui est 0. Bon, alors on voit quand même donc que ça fonctionne assez différemment, les probas continues et les probas discrètes. Bon, et la raison pour laquelle on s'intéresse aux probas continues, encore une fois, c'est pas juste pour être plus chic et pour avoir des intégrales, c'est juste parce qu'on va en avoir besoin pour pouvoir utiliser le théorème central limite et la loi normale. L'étape suivante, ça va être de s'intéresser non pas à une, mais à deux variables aléatoires. Et, comme je vous le disais, en fait, deux variables aléatoires, c'est une étape. Concrètement, dans la vie courante, vous allez vous intéresser à beaucoup plus de millions de variables aléatoires que deux. Mais c'est là que c'est bizarre, c'est que, en fait, une fois que vous avez compris le truc pour deux variables, vous avez compris le truc pour 1 million de variables aléatoires. C'est pas différent. J'entends, vous n'arrivez pas à visualiser, parce que visualiser un espace à 1 million de dimensions, c'est assez compliqué sans prendre des produits interdits. Mais en fait, il n'y a pas besoin de visualiser, parce qu'une fois que vous avez compris le truc analytiquement, c'est très simple. Et c'est là que vous voyez d'ailleurs que les stats, c'est pas des maths compliquées. Parce que n'importe quel matheux, il vous dira, ouais, mais tu comprends bien que le problème de la dimension, c'est quand tu as une dimension infinie. La dimension infinie, je m'en fous. J'ai pas des problèmes théologiques à résoudre. J'ai juste que ça m'arrive, quand je considère des ensembles où il y a beaucoup de données, d'avoir par exemple 1 million de variables aléatoires, c'est-à-dire 1 million de séries statistiques que je suis, et puis pour chacune des séries statistiques, j'ai peut-être 1 million d'observations. Donc concrètement, je vais avoir 1 million fois 1 million, ça me fait 10 puissance 12, ça me fait 10 milliards de données. Ça me fait juste, si je considère la densité de probabilité jointe de ces 10 milliards d'observations, ça me fait juste des fonctions à 10 milliards de variables. Bon, c'est pas vrai. Ça me fait des fonctions en fait à 1 million de variables. Mais fonctions à 1 million de variables, on dit ça, fonctions à 1 million de variables, mais non, mais en fait c'est pas très différent des fonctions à 2 variables. Ce qui serait vraiment compliqué, c'est d'avoir des fonctions avec un nombre infini de variables. Là, mathématiquement, c'est plus pareil. Mais on ne va pas aller par là. Ce qui serait un peu plus compliqué, c'est si on cherchait à faire des dérivés d'ordre non entier. On ne cherche pas à faire des trucs comme ça, on fait juste des trucs super simples. Bon, illustration. On va continuer à faire Mumuse avec des dés, d'accord? On va continuer à faire Mumuse avec des dés, c'est-à-dire on va passer au cas 2 variables. Donc 2 variables, c'est 2 dés concrètement. Alors, au passage, en général, quand je m'intéresse à 2 variables en statistique, c'est pas des variables prises au pif, d'accord? C'est pas la consommation de margarine avec le nombre de meurtres par arme à feu. Même si vous pouvez trouver une corrélation, il n'y a pas beaucoup de chances que la corrélation ait du sens. Quand on s'intéresse à 2 variables, c'est qu'en général, on va chercher une relation statistique entre les 2 variables. D'accord? Donc, observer 2 variables, c'est pas, bah tiens, il y a 2 variables. Sous-entendu, le sujet d'intérêt, c'est quoi la relation entre les 2 variables. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une relation, ça veut dire que c'est l'objet d'étude. Et donc, si on doit trouver une relation, il faut expliquer pourquoi il y a une relation. Voilà. Si on considère 2 variables, et donc la première manière de considérer 2 variables, c'est qu'on va considérer x1 et x2,
D'accord? Et le couple x1, x2, c'est quoi? En fait, on a x1 qui suit une loi uniforme à un 6, on a x2 qui suit une loi uniforme à un 6, et donc on s'intéresse en fait au résultat du lancer de 2D. Ça promet de ne pas être absolument passionnant, mais c'est pas grave, on va quand même le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? En ligne on met x1, en colonne on met x2. Ici on a les valeurs de x1 par exemple 1. C'est bizarre ton truc parce qu'on risque pas de tirer 0, enfin peu importe. 2, 3. Et puis pour x2, on a 1, 2, 3. Je pense que je vais avoir un problème. C'est pas grave. 5. Je ne sais pas encore comment je vais le résoudre, mais c'est la glorieuse incertitude du sport, comme on dit. Bon, mais donc, alors, si ce n'était pas dessiné par un débile profond comme votre serviteur, ça ressemblerait à un panneau, d'accord? Mais là, vous avez compris qu'on est un peu aux limites de mes qualités artistiques. C'est-à-dire que je ne sais pas tracer une ligne droite, et alors encore moins sur ce truc-là. Alors, qu'est-ce que j'essaie de représenter ici? J'essaie de représenter ici que la probabilité de faire 2 avec le premier dé et 1 avec le deuxième dé, j'ai une chance sur 6 de faire 2 avec le premier dé, j'ai une chance sur 6 de faire 1 avec le deuxième dé, donc j'ai raisonnablement une chance sur 36 de faire 1 et 2. Et en fait, j'ai une chance sur 36 de faire n'importe quel tirage, du moment que les dés ne sont pas truqués, et qu'il n'y a pas de relation statistique entre le tirage des dés. S'ils ne sont pas truqués, il n'y a pas de relation statistique. C'est-à-dire que vous lancez un dé, ça vous donne un résultat de 1 à 6. Vous lancez un deuxième dé, il n'est pas influencé par le résultat du premier dé. Alors j'en reviens à la question de la chance. Je fais une parenthèse. Ça, c'est il y a typiquement ce qu'on appelle l'illusion des joueurs. Je ne l'écrirai pas, parce que c'est des salades qui ne méritent pas d'être écrites. Typiquement, l'illusion des joueurs, c'est les gens qui pensent que parce que le noir est sorti 3 fois, ou sorti 6 fois à la roulette, il y a plus de probabilité que le rouge sorte. Au nom d'une interprétation délirante du théorème qu'on appelle la loi des grands nombres, ils disent pour que, en moyenne, le noir sorte la moitié du temps et le rouge sort la moitié du temps, parenthèse, c'est pas vrai, puisque dans une roulette, il y a 1-0 dans les casinos européens et 2-0 dans les casinos à Las Vegas. Donc, si on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de 0, les gens disent, puisqu'il faut que noir sorte la moitié du temps et rouge sorte la moitié du temps, s'il y a 6 fois noir qui est sorti, il va falloir que rouge sorte. Bon, d'abord, tout ça n'a aucun sens, parce que il faudrait commencer à compter au début des temps. Vous n'avez pas fait, vous ne savez pas. Puis, ce qui importe, c'est pas qu'on arrive à une probabilité de 1/2 le jour de la fin du monde, d'accord? Le monde ne va pas s'arrêter, parce que Dieu a dit, c'est bon, maintenant les roulettes ont tiré la moitié du temps des rouges, la moitié du temps des noirs, on est arrivé au terme de la loi des grands nombres, on ferme, c'est l'apocalypse. Non. Si vraiment il n'y a pas de loi du phénomène, en gros, si vraiment on parle d'une variable aléatoire, si la roulette n'est pas truquée, si vous préférez, à chaque tirage, il y a une chance sur 2. Et puis on ne sait pas bien comment ça va se faire. Après, si la roulette est truquée, c'est une autre affaire. Et donc de fait, si la roulette a déjà fait 25 fois noir, la seule question à se poser, c'est est-ce qu'elle est truquée? Si elle n'est pas truquée, il y a une chance sur 2 qu'elle fasse rouge, une chance sur 2 qu'elle fasse noir. Si elle est truquée, elle devrait continuer à faire noir. Voilà. Puis il devrait faire vilain aussi dans le casino, parce que c'est pas très normal de truquer les roulettes. Et donc le truc consiste à penser que parce qu'il y a 36 fois rouge qui est sorti, alors noir va sortir, ça c'est n'importe quoi. Alors c'est n'importe quoi, mais c'est marrant parce que ça fait partie des trucs qui ont la vie la plus dure. Et donc c'est rigolo parce que c'est typiquement le genre de fake news que les gens se répètent, c'est une espèce de mantra avec lequel ils s'envoûtent. Et alors, à tel point que ça fait parfois dérailler des trucs parfaitement rationnels. Il y a quelques années, Tours n'avait pas fait match nul depuis je ne sais pas combien de matchs. Tours, c'est une équipe de Ligue 2 du championnat de France, donc aucun intérêt. Sauf que tout d'un coup, il y a eu des mises massives pour que Tours fasse match nul. Voilà, à l'époque, je m'intéressais aux questions de trucage des paris sportifs. Et donc, la Française des Jeux se dit, là, il y a présomption de manipulation de match, parce qu'il y a tellement de mise sur le fait que Tours va faire match nul,
A priori, alors quand je dis tellement mise, c'était 50 fois le montant habituellement misé sur un match de Ligue 2. Bon, en plus, Tours, c'est pas comme si c'était l'équipe la plus populaire de la Ligue 2, d'accord? En fait, Tours, c'est bien, hein. Vu de Saint-Pierre-des-Corps, c'est fascinant, mais vu du reste du monde, c'est pas forcément un objet de fascination. Et en fait, le truc qui s'est produit, c'est tout simplement que alors, le gars qui s'occupe de la lutte contre la fraude à la Française des Jeux s'est rendu compte que sur les forums, il y avait des joueurs qui disaient « Ouais, ça fait 17 matchs que Tours a pas fait de match nul. » Et donc, ils ont argué du fait que Tours devait faire match nul. Et du coup, les gens misaient sur le match nul en pensant que c'était fatal qu'il y ait un match nul parce qu'il n'y en avait pas eu dans les 17 tours précédents. Bon, ce qui est un raisonnement complètement absurde. D'accord ? Ce qui est un raisonnement complètement absurde parce que, concrètement, si c'était le cas, je fais tomber la canette jusqu'à ce qu'elle ne tombe plus parce que si elle est tombée suffisamment, elle va s'arrêter de tomber. C'est un raisonnement de branquignol, d'accord ? Mais bon, en tout cas, là, ça avait marché, et ça a marché pendant 2 matchs, parce que de fait, sur ce match-là, Tours n'a encore pas fait match nul. Et donc, le truc suivant, c'était devenu quasi un mime internet sur le forum, et là, ce que la Française des Jeux a fait, c'est qu'ils ont mis les gains du match nul à un niveau très faible, et les gens continuent à miser. Et donc, même si Tours a fait match nul, ils n'ont pas perdu d'argent, parce que les gens qui avaient misé sur le match nul n'ont rien gagné du tout, tout ça parce que la Française des Jeux se disait, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une fraude derrière? C'est pas normal qu'il y ait autant de mises. Donc c'est rigolo de voir comment des croyances complètement absurdes, à la chance, ou à des espèces de phénomènes qui n'existent pas, engendrent des phénomènes irrationnels. Mais revenons à nos 2D. Donc s'il n'y a pas de trucage, ce qui doit se passer, c'est que il n'y a pas de dépendance statistique entre les tirages des 2D, et si les dés ne sont pas pipés, il y a une chance sur 6 d'obtenir chacune des faces. Et donc, de fait, il y a une chance sur 36 d'obtenir chacune des combinaisons. Chacune des combinaisons, ça veut pas dire un 7 avec les 2 dés, mais ça veut dire 6 avec le premier, 1 avec le deuxième. D'accord ? Ou 1 avec le premier, 1 avec le deuxième. Et en revanche, ce qui se passe, c'est qu'il y a évidemment une probabilité plus forte de faire 3 que de faire 2, parce qu'on peut faire 3 en ayant fait 1 avec le premier dé et 2 avec le deuxième, ou on peut faire 3 en ayant fait 2 avec le premier dé et 1 avec le deuxième. Donc il y a 2 possibilités qui ont chacune une probabilité 1/36e, alors que pour faire 2, il faut faire 1 avec chacun des 2 dés, il n'y a qu'une seule possibilité. Ce sont des choses passionnantes. Mais ce qui m'intéresse là, c'est de réfléchir à la relation entre ce que je vais appeler la loi jointe et la loi marginale. La loi jointe, c'est ce qui est dans le tableau. Pardon, c'est là que ça se passe. Donc ça, c'est la loi jointe. Et donc, qu'est-ce que c'est la loi jointe? Ben, c'est la proba que x soit égal à x et y égal à y. C'est joint parce que c'est la loi des 2 variables en même temps. Alors que, dans la dernière colonne, là, ce qu'on va avoir, là, c'est la loi marginale. Pourquoi la loi marginale? Ben parce que, en fait, vous voyez que c'est la marge du tableau. Alors, on a le tableau avec les lois jointes, et en marge du tableau, on a une colonne supplémentaire. Et cette colonne supplémentaire, qu'est-ce qu'elle nous donne? Ben en fait, elle nous donne la loi de x2. Elle nous donne la loi de x2. Non, je dis une bêtise, pardon. Elle va nous donner la loi de x1, autant pour moi. Elle va nous donner la loi de x1 comment? C'est-à-dire qu'ici, on va trouver la probabilité que x1 égale 1. Ici, on va trouver la probabilité que x1 égale 2. Et puis ici, on va trouver la probabilité que x1 égale 3. Bon, et ainsi de suite, bien sûr. Et comment est-ce qu'on calcule ces probabilités? C'est là que ça devient intéressant. Enfin, la probabilité que x1 égale 1, c'est la probabilité que x1 égale 1 et x2 égale 1, plus la probabilité que x1 égale 1 et x2 égale 3, égale 2, plus la probabilité que x1 égale 1 et x2 égale 3, plus la probabilité que x1 égale 1 et x2 égale 4, etc. Autrement dit, je vais l'écrire sur le transparent suivant. Calcul de la loi marginale
à partir de la loi jointe on va dire la proba que x1 soit égal à 1, comme on vient de le dire, ben c'est la proba que x1 soit égal à 1 et x2 soit égal à 1, plus la proba que x1 soit égal à 1 et x2 soit égal à 1, plus la proba que x1 soit égal à 1. x1, il va toujours être égal à 1, d'accord? Puisque ce qui nous intéresse, c'est que x1 soit égal à 1. Donc on considère toujours x1 égal à 1, et puis on considère toutes les valeurs possibles de x2. Oui. Vous pouvez réexpliquer loi jointe et marginale? Ouais, j'ai vraiment écrit n'importe quoi, excusez-moi. Oui, la loi jointe, c'est la loi du couple. D'accord? Donc là, typiquement, ce qu'on est en train de faire, c'est que ce que j'ai à droite, c'est la loi du couple. C'est-à-dire la probabilité que chacune des variables prenne une valeur en particulier. Donc ça, c'est la loi jointe. D'accord? Alors que ça, c'est la loi marginale, parce que la loi marginale, c'est la loi de l'une des variables. Après tout, on peut s'intéresser soit à la loi de l'une des variables séparément, soit à la loi du couple des variables en même temps. Oui. Si, bien sûr, mais je me suis un peu arrêté en route. Vous avez tout à fait raison. Alors, comme je ne vais pas pouvoir y aller sur mon transparent, je vais juste mettre des points de suspension. Et puis, x1 égale 1, inter, x2 égale 6. Ou alors une autre manière de dire les choses, c'est qu'en fait, la proba de x1 égale 1, donc ça c'est la loi marginale de x1, c'est la proba, enfin, c'est la somme sur x égale 1 à 6 des probas de x1 égale 1 inter x2 égale petit x. Donc, on s'intéresse à la proba que x1 égale 1. Dans tous les cas, ici, on va avoir x1 égale 1. Et après, on prend toutes les autres possibilités sur x2. Enfin, toutes les possibilités sur x2. Concrètement, un exemple idiot, mais on décrit dans la salle tout le monde en fonction de la couleur de cheveux et de la couleur de yeux. Si on veut savoir combien il y a de blonds, enfin, ou de blondes, on additionne les blondes aux yeux bleus, les blondes aux yeux marrons, les blondes aux yeux noirs, les blondes aux yeux rouges, les blondes aux yeux verts, les blondes aux yeux pairs, les blondes qui n'ont pas de yeux, etc. Enfin, bref, on additionne toutes les blondes sur toutes les couleurs d'yeux. Si on veut savoir qui sont les gens qui ont les yeux bleus, on va prendre les gens qui ont les yeux bleus, quelle que soit leur couleur de cheveux. Qu'ils soient roux, qu'ils aient les cheveux blancs, qu'ils aient les cheveux noirs, qu'ils n'aient pas de cheveux du tout, etc. Ben donc là, typiquement, on fait la même chose. Si on veut la probabilité, donc en gros, si on veut compter les cas où la première variable vaut 1, ben en fait, on prend tous les cas où la première variable vaut 1, quelle que soit la valeur de la deuxième variable. Finalement, l'exemple des cheveux et des yeux, ça a ceci d'avantageux qu'on comprend évidemment, facilement. C'est peut-être plus parlant de se dire ben, l'ensemble des blonds, c'est tous les blonds, quelle que soit leur couleur d'yeux, que de se dire l'ensemble des cas où le premier dé vaut 1, c'est l'ensemble des cas où le premier dé vaut 1, quelle que soit les valeurs du deuxième dé. Mais c'est la même chose. C'est la même idée. Bon, alors pourquoi parce qu'en fait, il y a une propriété d'indépendance statistique,
c'est quoi? Ben, c'est que on a P de x1 égale petit x1, mince, c'est un x1, pardon, inter x2 égale petit x2. Ça, c'est égal à P de x1 égale x1 fois P de x2 égale x2. Ben en fait, si quel que soit x1 et x2, on a la probabilité de l'intersection qui est égale au produit des probabilités, alors on peut dire que x1 est indépendant de x2. En revanche, s'il y a un seul cas pour lequel la probabilité de l'intersection, ce n'est pas le produit des probabilités, alors c'est qu'il n'y a pas d'indépendance statistique. Oui, vous pouvez aussi dire 1, 2. Bon, alors on veut des cas où il n'y a pas d'indépendance statistique, on veut des cas où il n'y a pas d'indépendance statistique. Ben, là, c'est assez mal parti compte tenu de l'exemple que je vous ai donné, puisque c'est un cas où il y a de l'indépendance statistique. Typiquement, un cas où il n'y aurait pas d'indépendance statistique, un cas simple où il n'y aurait pas d'indépendance statistique, si vous voulez, on peut le traiter à part, parce que c'est une parenthèse qu'il est simple de faire. Comme ça, on va rester dans les questions à la Arbuthnot note. On considère le nombre d'enfants dans une famille, de 2 enfants. D'accord? Donc là, on a X qui va être le nombre de garçons, et on a Y qui va être le nombre de filles. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Je crois que j'aurais vraiment dû faire option art plastique à la fac, j'aurais été trop fort. J'aurais été le nouveau Léonard de Vinci. Bon, alors, on se place dans l'hypothèse qui étudie Arbuthnot, parce qu'on ne va pas s'amuser à calculer les probabilités qu'on ne connaît pas. Là, on considère une famille de 2 enfants. Et on considère que la probabilité d'une fille, c'est la même chose que la probabilité d'un garçon, c'est 1,5. Donc quoi? Donc, ben, en fait, la probabilité d'avoir... Alors déjà, la probabilité d'avoir 2 filles et 2 garçons dans une famille de 2 enfants, c'est 0, d'accord? La probabilité d'avoir 0 filles, 0 garçons dans une famille de 2 enfants, c'est 0. Parce que les familles de 2 enfants avec 0 enfants, ça ne nous intéresse pas beaucoup, ça ne rentre pas dans les clés. De la même façon, la probabilité d'avoir 0 fille et 1 garçon, c'est encore une fois impossible. De même que c'est impossible d'avoir une fille et 0 garçon. On va y arriver. Donc tout ce qu'on peut avoir, en fait, bon, et puis pour finir, on n'a pas de cas où on a 2 filles et 1 garçon, ou 2 garçons et 1 fille, puisqu'on a dit des familles de 2 enfants. Oui, ça on a dit des familles de 2 enfants. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Il y a la possibilité qu'il y ait 2 filles. 2 filles, en fait, ça va être une chance sur 4. Pourquoi? Parce qu'il y a une chance sur 2 d'avoir la première fille, une chance sur 2 d'avoir la deuxième fille. 2 garçons, ça va être une chance sur 4. Et puis, une fille et un garçon, bah, ça va être 2, qui en fait c'est un nombre de combinaisons de 1 élément parmi 2, fois un demi fois un demi, donc ça fait 2 fois un quart, donc ça fait un demi. Donc ça, c'est pour la loi jointe. Bon, en gros, s'il y a une chance sur 2 d'avoir une fille, une chance sur 2 d'avoir un garçon, dans toutes les familles de 2 enfants, il y en aura un quart où il y aura 2 garçons, un quart où il y aura 2 filles, et la moitié où il y aura un garçon et une fille. Oui. Oui, c'est symétrique tout simplement parce que, justement, là la matrice elle est symétrique parce que, comme la probabilité d'avoir un garçon et la probabilité d'avoir une fille est la même, ce qui n'est pas vrai dans la réalité, puisque Arbuthnot il vient de nous le montrer. D'accord? Mais donc là, c'est simplement un exemple pour comprendre pourquoi il n'y a pas d'indépendance. Donc là, le 1 quart, je l'ai trouvé de la manière suivante. J'ai une chance sur 2 d'avoir une fille au premier enfant. J'ai une chance sur 2 d'avoir une fille au deuxième enfant.
Donc la probabilité d'avoir une fille puis une fille, c'est une chance sur 2 fois une chance sur 2. Donc c'est une chance sur 4. Maintenant, qu'est-ce que vaut la loi marginale du nombre de filles et la loi marginale du nombre de garçons? Ici, la probabilité d'avoir 0 garçon, c'est j'ai 0 garçon et 0 fille, 0. J'ai 0 garçon et une fille, 0. J'ai 0 garçon et 2 filles, 1 quart. Donc cette probabilité-là, c'est 1 quart. J'ai 1 quart d'avoir 0 garçon. J'ai 1,5 d'avoir 0 garçon, et j'ai 1 quart d'avoir 2 garçons. Et de la même façon, ici j'ai une chance sur 4 d'avoir 0 fille, une chance sur 2 d'avoir une fille, une chance sur 4 d'avoir 0 fille. Et alors là, je vais constater avec une grande facilité que, par exemple, la probabilité d'avoir 0 garçon et 0 fille, c'est 0, alors que la probabilité d'avoir 0 garçon fois la probabilité d'avoir 0 fille, c'est 1 quart fois 1 quart. Ah, c'est mieux. Bon, ça manquait effectivement. Alors là, l'astuce, c'est que il devrait se rallumer un jour. Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle parce que sinon, on va avoir du mal à terminer le cours. Le problème, c'est que, oui, en fait, j'aurais dû penser à l'éteindre quand j'allais faire la pause. Excusez-moi, ça m'est sorti de la tête. Mais c'est vrai que, en plus, c'est écrit sur le mode d'emploi. Hein. C'est tout le monde est prévenu du fait que le vidéoprojecteur va s'éteindre. Donc, alors, l'idée, je vais essayer de vous le faire, on y est presque, donc je vais essayer de vous le faire oralement. Si vous prenez à peu près n'importe quelle case du tableau, et prenons par exemple le cas où on a 0 fille et 0 garçon. C'est évidemment impossible, dans une famille de 2 enfants, d'avoir 0 fille et 0 garçon, puisqu'il y a 2 enfants. Donc on a trouvé une probabilité 0. Mais pour autant, la probabilité d'avoir 0 garçon, c'est 1 quart, puisque c'est la probabilité d'avoir 2 filles, et la probabilité d'avoir 0 fille, c'est aussi 1 quart. Donc la probabilité d'avoir en même temps 0 garçon et 0 fille, c'est 0, alors que la probabilité d'avoir 0 garçon, c'est 1 quart, fois la probabilité d'avoir 0 fille, c'est 1 quart. 1 quart fois 1 quart, ça fait 1/16e. Donc on n'a pas égalité entre la probabilité d'avoir 0 fille et 0 garçon et le produit, probabilité d'avoir 0 garçon fois probabilité d'avoir 0 fille. Donc on n'a pas d'indépendance statistique. D'accord? Donc là, on peut dire que le nombre de garçons, c'est pas indépendant du nombre de filles. Je vous avais appelé X et Y en plus, mais enfin peu importe. Voilà. En fait, pourquoi est-ce que le nombre de garçons n'est pas indépendant du nombre de filles? Attention, il ne faut pas se méprendre sur le sens de cet exercice. Ça ne veut pas dire qu'en général, le nombre de garçons n'est pas indépendant du nombre de filles. Ça veut dire que dans ce cadre-là, où on a considéré les familles de 2 enfants, évidemment, si vous avez 2 enfants et que vous fixez une fille, l'autre enfant, ça peut être que... Vous fixez une fille et pas une fille ou plus, mais juste une fille. L'autre enfant, c'est forcément un garçon. Puisqu'on a exclu par avance qu'il y ait des chiens, des méduses, culus, enfin tout un tas de machins qui ne sont pas ni des filles ni des garçons. D'accord? Donc de fait, puisque ça peut être qu'une fille ou un garçon, puisqu'on a forcément 2 enfants qui sont forcément des filles ou des garçons, si vous déterminez le nombre de filles, le nombre de garçons est déterminé comme étant 2 moins le nombre de filles. Donc il n'y a évidemment pas d'indépendance statistique. Ça ne veut pas dire qu'en général, il n'y a pas d'indépendance statistique entre le nombre de filles et le nombre de garçons. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'indépendance statistique. Et donc ça se voit puisque on ne vérifie pas, produit des trucs, produit des probas égale proba de l'événement conjoint. Oui. Oui. Non, alors justement, là, c'est exactement ça le sujet. C'est qu'en fait, à chaque naissance, il y a une chance sur 2 que ce soit un garçon ou une fille. C'est bien pour ça que je vous dis, c'est pas en général qu'il n'y a pas d'indépendance entre le nombre de garçons et le nombre de filles. C'est-à-dire qu'à chaque naissance, il y a indépendance statistique entre chacune des naissances. En revanche, si vous considérez que les familles de 2 enfants,
Quand vous déterminez le nombre de garçons, vous déterminez automatiquement le nombre de filles comme étant 2 moins le nombre de garçons. C'est aussi bête que ça. Mais non, c'est tout simple. C'est-à-dire que, concrètement, une naissance n'entraîne pas, le sexe d'une naissance n'entraîne pas le sexe de la suivante. Donc, il y a indépendance entre les naissances successives. Mais dans les familles de 2 enfants, si vous considérez le sexe d'un des enfants, si vous considérez le nombre d'enfants d'un sexe, ça détermine le nombre d'enfants de l'autre sexe. Ça le détermine arithmétiquement, mais ça ne le détermine pas au moment de la naissance. Au moment de la naissance, si les gens qui ont des familles de 1 enfant décident de faire des enfants, dans 50% des cas, ils auront des filles, et dans 50% des cas, ils auront des garçons. Peu importe qu'ils aient eu des filles ou des garçons avant. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une détermination causale, mais c'est juste que, arithmétiquement, si vous considérez une famille de 2 enfants où il y a un garçon, l'autre, c'est forcément une fille. Ça ne peut pas être un bébé phoque, puisqu'il y a 2 enfants et que les garçons ne peuvent être que des filles ou des garçons. Vous voyez? Donc, là, on a un exemple de dépendance statistique qui se lie dans le fait que la loi jointe n'est pas le produit des lois marginales. Bon, alors l'astuce, c'est que le cours va se terminer, mais en fait, il faudrait, en gros, dans le TD, ce que vous allez pouvoir faire, c'est regarder comment ça se passe des lois jointes, donc pour des couples de variables aléatoires, on appelle des couples aléatoires. Bon, je fais le cours, je terminerai ce truc la semaine prochaine, mais entre-temps, je vous encourage à préparer vos TD. Il y a du matériel en ligne sur le canal YouTube, donc vous aurez... Alors, à vous de voir si vous voulez préparer les TD par vous-même ou si vous voulez vous aider, mais ce que je vous conseille quand même, c'est que, parce que c'est ça qui est essentiel, c'est que vous repériez dans les TD ce que vous avez vraiment du mal à comprendre. Et c'est à ça que va vous servir votre interaction avec le chargé de TD. C'est pas exclusif de me poser des questions, naturellement. Mais le chargé de TD, vous allez l'avoir pour vous tout seul, soit cette fin de semaine, soit la semaine prochaine. Merci de votre attention. Bonne semaine et à la semaine prochaine.